suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Aurore Berger, députée des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Adrien Gindre, TF1 LCI, Alexis Brézé du Figaro. Bonjour Aurore Berger, Bonjour. Vous êtes donc la seconde invitée de ce grand jury un peu exceptionnel à la veille du discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès. Vous êtes l'une des nouvelles figures de la politique. Vous avez quitté les Républicains pour rejoindre Emmanuel Macron avant la campagne présidentielle de 2017. Avant d'en venir à ce Congrès et à la réponse que vous allez certainement faire à Christian Jacob, qui vient de parler de président autocentré, qui ne juge finalement la politique qu'à l'aune de ce qu'il est, lui, à l'Élysée. Une question sur Nantes. Il vient d'avoir des propos de Jean-Luc Mélenchon, expliquant, selon lui, selon le leader des Insoumis, qu'à Nantes, les violences résultent, je cite, de l'exaspération d'une population maltraitée qui se trouve confrontée à des forces de l'ordre exténuées et trop armées. Est-ce que vous comprenez qu'il peut y avoir une exaspération après ce tir reconnu comme accidentel par le policier en question à Nantes ? Je crois surtout que ce sont des propos irresponsables. À partir du moment où une enquête est ouverte, ce n'est pas aux politiques et aux parlementaires d'émettre un jugement sur l'enquête à venir. On a un drame qui s'est produit, un drame qui ne doit pas justifier une escalade de violence, bien évidemment, et un drame où immédiatement l'IGPN a été saisi. Une enquête est ouverte et moi, je n'ai pas de commentaire à faire à partir du moment où l'enquête est ouverte. Estime qu'il y a trop de facilité dans le recours à la légitime défense. Moi, je pense qu'on a des policiers qui font remarquablement leur travail et nous sommes à leur côté. On a continué d'ailleurs à recruter des policiers et des gendarmes parce que justement, quand Jean-Luc Mélenchon parle en effet de fatigue des policiers et des gendarmes, c'est à la fois la faiblesse des effectifs que nous avons constaté quand nous avons été élus et puis c'est peut-être aussi la fatigue des commentaires incessants d'une certaine classe politique qui veut un peu trop charger la barque ou qui veut un peu trop incriminer la police et la gendarmerie. Vraisemblablement, vu les propos que vous me rapportez, je pense qu'on peut le mettre dans cette catégorie. Oui. Alors, il entendra certainement, il vous reprendra peut-être. Alors, on passe au Congrès, puisque c'est demain la convocation par le président de la République du Congrès. C'est la deuxième fois depuis son élection qu'il procède de la sorte. Il va tenir un discours devant les parlementaires du Sénat et de l'Assemblée. Et à l'instant, Christian Jacob estime que c'est finalement de la communication et que le président de la République est dans une dimension très autocentrée, très narcissique du pouvoir. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a une gêne par rapport à cette mise en scène de la majesté du président qui, je le rappelle, ne répondra pas aux interpellations politiques qui suivront sa déclaration ? Mais quelle gêne ? La gêne de tenir un engagement qu'il a pris devant les Français en disant que chaque année, il réunirait le Congrès. Donc si la gêne, c'est en effet qu'on tienne nos engagements sur ce sujet comme sur les autres, peut-être que certains sont gênés parce qu'ils n'ont pas été habitués à tenir leurs propres engagements pris devant les Français. Ensuite, que le président vienne rendre compte de l'action qui a été la sienne et redonne le cap pour l'année qui vient, puisqu'encore une fois, il viendra tous les ans devant nous. Je trouve que c'est un exercice démocratique qui est sain et qui est nécessaire. Alors sur le continu maintenant, on y vient, Adrien Gindre. Un petit mot peut-être sur les présents encore. Oui. Les Insoumis boycotteront ce congrès. Certains députés, les Républicains, également. Certes, le président respecte la Constitution en s'exprimant puis en partant. Est-ce que vous ne vous dites pas, à la lumière de ces contestations, il y a finalement peut-être un problème dans la manière dont cela a été réfléchi, pensé, et il ne serait pas plus intéressant que le président reste pour écouter ce que ses opposants, représentants du peuple français également, ont à dire ? Représentants du peuple français, et dans le même temps, ils ne le représenteront pas au Congrès puisqu'ils préfèrent ne pas être présents et le boycotter. Moi, je pense Parce pas que le président s'en va, s'il restait, très bien, mais ça s'appelle de la posture. On dit que le président de la République met en scène. Non, il applique encore une fois une promesse qui était la sienne. Par contre, la mise en scène, elle est vis-à-vis justement de ceux qui, eux, font grand bruit du fait qu'ils ne veulent pas venir. Ils représentent l'ensemble de la nation. Ils doivent être présents justement pour respecter nos institutions. Alors, Christian Jacob dit, mais vous verrez, il y aura plein de députés En Marche qui ne seront pas là non plus. Vous pouvez le rassurer Écoutez, il y a des députés En Marche qui sont présents. Ils seront tous là demain aujourd'hui et ils seront évidemment présents demain. Parce qu'encore une fois, c'est un exercice démocratique qui est nécessaire et qui est utile, je pense, pour les Français d'avoir le président qui rend compte devant le Parlement. On verra s'ils seront là demain. En particulier, l'un de vos collègues, Frédéric Barbier, député du Doubs. Il fait partie de ces députés qui réclament une tournure un peu plus sociale à ce quinquennat. Il signe une tribune dans Le Monde d'hier dans laquelle il estime que le gouvernement doit mener une politique, je cite, plus sociale. C'est un ancien socialiste. Est-ce que c'est pour cela qu'il n'a rien compris au Nouveau Monde, votre collègue Barbier, alors qu'on vient d'annoncer le report du plan pauvreté, Aurore Berger ? Écoutez, moi je pense que c'est une erreur de lecture.
Oui, je viens de la droite, oui, lui vient de la gauche. Mais ce n'est pas le sujet, parce que déjà, les Français, quand ils nous ont élus, ils ne nous ont pas demandé d'où on venait. Ils nous ont demandé, par contre, de manière très claire, là où on voulait les emmener et quel était le cap qui était le nôtre. Et ce cap-là, on le tient. Et tout dépend de ce qu'on entend par politique sociale. Si la politique sociale, aujourd'hui, dans notre pays, c'est une énième fois une politique de distribution des aides sociales, alors oui, la donne a changé. La donne a changé parce qu'une véritable politique sociale, c'est la politique que l'on mène avec le dédoublement des classes de CP. Parce que cet enfant qui est aujourd'hui en quartier prioritaire et qui bénéficie de ce dédoublement de classe de CP, qui demain pourra être dans l'apprentissage ou pourra bénéficier d'un nouveau baccalauréat parce qu'on est en train de changer la donne au sein de l'éducation nationale, qui après-demain bénéficie d'une formation professionnelle tout au long de la vie. Eh bien, cet enfant, lui, il ne mettra pas six générations, à sortir de la pauvreté. Les Français ne comprennent pas aussi bien, et notamment sur l'interruption, enfin en tous les cas sur le fait que le plan pauvreté qui était annoncé par le président de la République lui-même, c'était sur TF1 pour fin mai, début juin, eh bien, il est reporté sine die. Mais son application, elle ne sera pas reportée. Et c'est Est-ce ça que qui vous en compte. êtes sûr de ça? Parce que finalement, on ne sait pas du tout à quoi va ressembler ce plan pauvreté, en quoi il va consister et ce qu'il y aura dedans. S'il est annoncé en septembre, vous nous corrigerez Il sera certainement. mis en œuvre au 1er janvier 2019, je vous l'assure. Et comment vous ferez? Par quel coup de baguette magique? En 4 mois, on aura le temps de tout mettre en place? Il faut une disposition, un texte de loi? Mais ce qui est assez étonnant, c'est que d'une part, vous nous reprochez parfois de vouloir aller trop vite, voire même parfois de nous précipiter. Et d'autre part, vous nous dites là, vous n'allez pas assez vite dans une annonce. On ne comprend pas surtout pourquoi le président compte, avait dit que ce sera fin mai début juin et pourquoi maintenant ce n'est même plus en juillet. Mais ce qui compte, c'est pas l'annonce. Ce qui compte, c'est la mise en œuvre. C'est ça que les Français veulent voir. Ce qui compte, c'est le contenu qu'on attend. Ce qui compte, c'est le contenu. Mais moi, j'ai travaillé sur ce sujet du plan pauvreté parce qu'Agnès Buzyn avait demandé à ce qu'il y ait à la fois des représentants, des associations, des représentants des collectivités locales et des parlementaires. Donc moi, j'y ai travaillé. On a travaillé notamment sur un thème en particulier qui est très nouveau quand on parle de la lutte contre la pauvreté, qui est la lutte contre le non-recours. Vous savez, on a beaucoup commenté la complexité des aides sociales. La complexité des aides sociales, ça conduit aussi un certain nombre de Français à renoncer à des aides. On n'a pas compris. On n'a pas compris pourquoi il est reporté, parce qu'on suppose que c'est pas la Coupe du Monde de foot, comme l'a dit Agnès Buzyn. Donc pourquoi il a été reporté? Justement, pour laisser le temps de réunir l'ensemble des personnes qui sont concernées par le plan pauvreté et qui pourront du coup être réunies en septembre. Tout ensemble. Non mais donc Agnès Buzyn il y a une incohérence quand même dans les questions qui sont posées. Vous pouvez pas d'un côté dire on réunit pas les partenaires sociaux, de l'autre quand on le fait dire attention ça prend trop de temps. Donc ils seront réunis et la mise en œuvre. Est-ce que vous comprenez que les Français puissent s'interroger, qu'il y ait par exemple l'ISF, la réforme de l'ISF qui soit faite rapidement sur d'autres thèmes? Le président de la République va vite. C'est aussi l'une de ses marques. Et quand arrive cette thématique-là, eh bien, il cale, ou en tous les cas, il reporte. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a une incompréhension? Alors, moi, je vais prendre le temps de le réexpliquer. S'il y a une incompréhension, autant la dissiper. Moi, j'assume tout. J'assume tout ce qu'on a fait depuis le début du quinquennat parce qu'un projet de transformation, c'est un bloc. Et il faut redonner du sens. Donc moi, j'assume qu'on ait supprimé l'ISF pour faire en sorte qu'on réinvestisse dans ce pays. J'assume qu'on ait augmenté la CSG de manière à baisser les cotisations sociales. Et j'assume aussi qu'on ait tout de suite augmenté les minimums vieillesse, qu'on ait tout de suite augmenté l'allocation adulte handicapé, qu'on ait tout de suite augmenté les aides pour les gardes d'enfants, pour les familles monoparentales. Ça, c'est la politique dans son ensemble. C'est ça qu'on doit. Vous êtes parti en fanfare et tout ça, vous l'avez fait et très vite. On a tenu nos engagements. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été mises en œuvre au début. Et puis là, on a l'impression depuis quelque temps que ça coince, comme une panne. Parce qu'on a parlé du plan pauvreté. Il y a le plan hôpital qui a été remis aussi. Il y a le plan sur le Grand Paris qui a été repoussé. Il y a les fameuses économies budgétaires. Il y avait un plan qui s'appelait CAP 2022. Là aussi, on n'en entend plus parler. Il y a la question du rapport sur l'islam de France. Il y a la bioéthique. On a l'impression depuis quelque temps que la machine se grippe. Mais qu'est-ce qui se grippe? On a travaillé justement à l'Assemblée nationale là sur des textes essentiels. On a travaillé sur les états généraux de l'alimentation pour faire en sorte que nos agriculteurs puissent être rémunérés au juste prix de leur travail. Et je pense que eux, ils étaient en attente qu'on aille vite et on est allé vite. On a travaillé sur le projet de loi Élan pour construire plus et plus vite dans notre pays parce qu'on a encore des millions de Français qui sont mal logés. On a travaillé sur l'avenir professionnel et sur la formation professionnelle. Mais ils n'ont pas été. Mais ces sujets, ils seront conduits. Tous les engagements du président de la République et de notre majorité seront tenus. Ils l'ont tous été depuis le début. Mais le calendrier, c'est pas nous qui l'avions annoncé, c'est le chef de l'État en l'occurrence. Encore une fois, moi je vous réponds sur le calendrier. Je vous dis, vous ne pouvez pas d'un côté nous dire vous allez trop vite, vous vous précipitez. D'autres nous reprocher de prendre du temps. Donc à un moment, on mène une politique qui est un ensemble cohérent depuis le début, dont moi j'assume l'intégralité de cette cohérence. Mais les Français ne sont pas là de votre avis. Vous avez vu les dernières enquêtes d'opinion. 3/4 des Français considèrent que la politique du chef de l'État, elle est injuste. C'est bien qu'il y a une attente à laquelle vous ne répondez pas aujourd'hui.
c'est bien qu'on doit continuer à expliquer ce qui a été mis en œuvre. Et quand moi je vous parle de la politique éducative qui a été mise en œuvre, pour moi c'est la plus grande politique sociale qu'on peut mener. Quand on parle, on n'en a même pas assez parlé. Ce sont des éléments de langage qu'on entend beaucoup chez les porte-paroles. Si, ce sont des éléments de langage puisqu'on l'entend. Mais c'est une réalité. En effet, alors peut-être que c'est une réalité. Mais le dédoublement des classes de CP, le dédoublement des classes de CP, on voit les premiers résultats qui, semble-t-il, sont positifs. Pour autant, est-ce que vous n'avez pas d'interrogation, d'incertitude, au-delà de la pédagogie que vous ne feriez pas sur les réformes passées, d'incertitude sur les réformes à venir et sur la cohérence globale? Parce que finalement, le en même temps du chef de l'État, beaucoup de Français ne le perçoivent pas entre une politique libérale et une politique sociale. Mais le en même temps, doute. Je n'ai aucun doute parce qu'il y a deux choses. Déjà, le en même temps, il s'incarne de manière très précise dans les réformes qu'on a pu conduire. En même temps, c'est d'abord, on libère pour nos entreprises avec les ordonnances travail. Et on fait la formation professionnelle et l'apprentissage. Ça, c'est le en même temps et c'est la cohérence. En même temps, on fait le dédoublement des classes de CP et on fait la réforme du baccalauréat. Ça, c'est le en même temps et ça fonctionne et les premiers résultats sont là. D'autre part, c'est que si les Français ne vous comprennent pas en fait. Mais est-ce qu'on peut le faire en même temps? Les Français ne vous comprennent pas. Mais c'est vous qui dites. On le voit dans les sondages. On le voit dans les sondages. La chute de popularité d'Emmanuel Macron est très forte. Il a perdu dans beaucoup de sondages, beaucoup de convictions chez les Français. Comment ça se fait? J'ai envie de vous répondre. Et alors ? Ça veut dire qu'en fait, à chaque sondage, vous allez nous demander de changer la politique qu'on mène. Et si dans 6 mois, vous me dites, attention, là, vous êtes en train de décrocher sur l'électorat à droite, on va faire un virage à droite. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, faire un virage à gauche ou faire un virage à droite. Par contre, je sais ce que c'est de mener une politique cohérente et d'aller au bout des engagements qu'on a pris. On a dit de manière très claire dans la campagne, et pas nous d'ailleurs, les Français nous ont dit, c'est la dernière fois qu'on vous fait confiance. Mais pour qu'on vous fasse vraiment confiance, encore faut-il tenir vos engagements. Alors non, c'est pas parce qu'il y a 1 ou 2 ou 3 ou même 10 sondages qu'on va changer la politique que l'on mène. L'opinion des Français. Et l'opinion des Français, au final, ce sont des sondages d'opinion. Ce sont des Français qui sont appelés. Et c'est 1000 Français qui sont appelés. Moi, je vois aussi le travail qu'on fait. Ceux que vous voyez sur les marchés. Parce que ceux que je vous vois voyez aussi sur les marchés. Je ne parle pas de la CSG, de l'augmentation de la CSG, des retraites, de la crainte sur les pensions de réversion, par exemple. Moi, les Français que je vois, par exemple, pendant des mois, ils m'ont dit sur la SNCF, on ne veut qu'une chose, que vous teniez bon. Alors que je peux vous assurer que pour prendre le RER quand vous êtes à Rambouillet, ils avaient des grèves, ils subissaient. Et vous ne pensez pas que ça va changer la vie des Français d'avoir accès à plus de mobilité, de ne pas être condamné à une assignation à Vous parlez mobilité, je vous parle retraite et CSG. Justement, Benjamin vient d'évoquer la question des pensions de réversion, qui est un point qui est compliqué parce que les Français n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que finalement on va toucher aux pensions de réversion? Est-ce qu'à l'avenir, je ne parle pas du passé, le système des pensions de réversion va être conservé? On a dit qu'on remettait à plat l'ensemble de notre système de retraite. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose et c'est attendu. Donc ça, l'agenda a toujours été connu, on a toujours dit que ce serait en 2019 et l'agenda a été reprécisé et sera tenu. Sur les pensions de réversion, on a aujourd'hui des inégalités qui existent, qui sont très fortes sur la manière avec laquelle vous pouvez les percevoir. Donc vous allez les corriger ? Est-ce que quand on dit remettre à plat, on peut ne pas entendre systématiquement dégradation de ce qui va se passer, mais peut-être avait dit augmenter ou diminuer de ce qui va se passer. Il peut y avoir augmentation ou diminution, vous nous dites. Non, je dis juste que par principe, quand on nous interroge sur ce genre de sujet, on considère que forcément, on va créer du moins bien. Alors que justement, remettre à plat et recréer plus de justice dans notre système de retraite et aussi sur la question des pensions de réversion, moi je pense que c'est quelque chose qui est attendu. Donc oui, on va tout remettre à plat. Le principe lui-même ne sera pas remis en cause. Le principe lui-même ne sera pas remis en cause et la ministre de la Santé l'a déjà dit. Il y aura bien des perdants et des gagnants, comme l'a dit Christophe Castaner. Mais on va remettre à plat le système. On a aujourd'hui des injustices qui existent. Voilà, donc il y aura des perdants et des gagnants. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je vous dis juste qu'on va remettre à plat le système. On peut penser que c'est la conséquence que le porte-parole, le secrétaire d'État aux relations au Parlement, a lui-même diagnostiqué. Justement, sur cette politique injuste, qui est, si on en croit les sondages, qualifiés comme telle par 75% des Français, est-ce que vous pensez que sur les contrats courts, le recours aux contrats courts, sur les abus qu'il peut y avoir au CDD notamment, est-ce qu'il doit y avoir un bonus-malus qui doit être appliqué aux entreprises qui y recourent de manière abusive? Oui, le recours abusif au contrat court doit pouvoir faire l'objet, en effet, d'une forme de malus. Mais vous voyez, c'est justement le fameux en même temps, c'est-à-dire à la fois simplifier la vie des entreprises, c'est notamment ce qu'on a fait. Mais le nouveau patron du MEDEF n'en veut pas pour le coup. Mais très bien, mais moi je prends ni mes ordres du patron du MEDEF, ni de la CPME, ni de la CGT, ni d'un syndicat, ni d'un sondage d'opinion. Les ordres, quelque part, c'est la feuille de route que les Français nous ont fixée et c'est ce sur quoi ils nous ont fait confiance. Et donc, c'est le fameux en même temps sur à la fois libérer les entreprises et les énergies et en même temps mieux protéger les Français. Et on doit mieux les protéger, en effet, d'un certain nombre de recours abusifs au contrat court. Donc, l'idée d'avoir un bonus-malus me paraît excellente. Alexis Brézé.
une seconde sur la question du rapport avec les territoires et les collectivités. Est-ce que dans cette tension finalement entre le pouvoir et le pays, il n'y a pas aussi une absence de dialogue? Est-ce que vous n'êtes pas frappé que des gens qui ne représentent pas la droite dure, qui autrefois n'étaient pas hostiles à Macron, qui sont Dominique Bussereau pour les départements, Hervé Morin pour les régions, François Baroin pour les collectivités, protestent et disent ça ne fonctionne pas, on nous traite mal, c'est plus possible. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de dialogue, tout bêtement? Non, moi je ne pense pas. On a la conférence des territoires qui a permis justement de réamorcer ce dialogue avec les collectivités. Ils n'ont pas l'air convaincus. Le Premier ministre lui-même a dit qu'on devait mieux travailler avec les collectivités. Donc il a reconnu que peut-être on ne l'avait pas fait suffisamment. Mais nous, on le fait sur le terrain. On le fait en tant que parlementaire dans la manière avec laquelle on travaille au quotidien avec les maires, avec les conseillers départementaux. Regardez Xavier Bertrand, qui pareil, n'incarne pas non plus la droite dure, qui dit ça ne fonctionne pas bien, on est déçus. Dominique de Villepin, on peut considérer que peut-être il y a des arrière-pensées politiques Jean-Louis qui peuvent Borloo. exister. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fonctionne moins bien vis-à-vis de cette possibilité d'élargissement vers une partie modérée de la droite, par exemple? Mais vous savez, l'élargissement, c'est avant tout déjà tenir le cap des réformes que l'on mène. Après que certains aient d'autres agendas qui sont des agendas politiques, parce qu'il y a interne, parce que demain on aura des élections régionales, voire peut-être même une présidentielle, et que chacun a envie aussi de se positionner, ça les regarde. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on risquerait de perdre X ou Y ou de ne pas gagner X ou Y qu'on va changer notre manière de faire de la politique. Mais à vous entendre, vous avez très peu de doutes finalement sur la manière dont cette politique est menée depuis un an. Vous n'avez pas, vous, des regrets, des incertitudes, des interrogations? Le regret, c'est justement de ne pas réussir peut-être suffisamment à expliquer la mise en œuvre de ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que je viens, qu'on est plusieurs à venir régulièrement. C'est juste un problème de pédagogie et de communication. C'est un problème de pédagogie, mais pas c'est de aussi... fond. Donc pas de fond. Pour vous, il n'y a pas de problème de fond. Mais encore une fois, vous voulez me faire dire qu'on doit changer de politique. Mais moi, je ne veux rien vous faire dire, c'est les Français qui s'interrogent. Mais les Français qui s'interrogent, ce sont les premiers à nous dire on en a assez d'avoir des politiques qui ne tiennent pas leurs engagements. Donc on ne peut pas nous reprocher de les tenir aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on est sourd à la manière avec laquelle les Français acceptent ou non les réformes qui sont conduites. Moi, je vois que sur la SNCF, qui n'est pas du tout une réforme mineure, ils ont tenu bon avec nous. Sur Parcoursup, qui n'était pas non plus une réforme mineure, ils ont tenu bon avec nous. Donc ils sont prêts à la réforme. Adrien Jean. Il faut l'accompagner. Vous avez également comme interlocuteur les partenaires sociaux, patronat, syndicats. Ils ont décidé de se voir, eux, dans leur coin, la semaine prochaine. Et on a appris quelques heures plus tard que le président de la République les recevrait finalement à l'Élysée. Ce sera le 17 juillet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, avec les partenaires sociaux, une difficulté de dialogue ? Je ne pense pas, parce que la manière avec laquelle ils ont été considérés depuis le début du quinquennat démontre qu'ils ont été écoutés. Mais encore une fois... qu'ils ont été mal considérés pour beaucoup d'entre eux. Ça dépend lesquels, déjà. Ils n'ont pas forcément tous le même discours ou la même appréciation de ce qu'on peut faire. C'est assez unanime. Même la CFDT, était mobilisée, qui est plutôt un partenaire en général de l'exécutif pour les réformes, Laurent Berger a eu des propos très durs sur Emmanuel Macron il y a quelques semaines à peine. Mais encore une fois, concrètement, vous voulez qu'on fasse quoi ? C'est-à-dire que dès qu'on a une voix dissonante, on change de cap. Eux, ils ont l'air de considérer que le dialogue social, c'est se concerter et ensuite décider ensemble. Vous avez l'air de considérer que c'est les concerter et ensuite décider vous-même. Est-ce que vous confirmez cette vision ? C'est les concerter, mais après l'arbitrage, c'est un arbitrage politique. Et l'arbitrage politique, il est rendu par les parlementaires quand ils débattent au Parlement, et il est rendu ensuite par le gouvernement et le président de la République. Et c'est comme ça qu'on a une démocratie qui fonctionne, où chacun est dans son rôle. Certains émettent des recommandations, d'autres discutent, d'autres sont concertés, mais à la fin, l'arbitrage est un arbitrage politique. Vous avez entendu quand même juste les reproches de Christian Jacob juste avant vous, disant qu'il y avait un mépris profond aussi du président de la République vis-à-vis des parlementaires, qu'il ne reçoit pas régulièrement à l'Élysée. Factuellement, c'est vrai. Parce que les parlementaires ne seraient pas suffisamment reçus à l'Élysée, ça voudrait dire qu'ils sont méprisés. De l'opposition. Je suis désolée, la réforme qu'on est en train de mener de l'Assemblée nationale pour faire en sorte qu'on ait plus de moyens, par exemple, pour évaluer et pour contrôler l'action du gouvernement, me paraît pas être un mépris des parlementaires. Le fait tout simplement qu'on ait autant de textes sur lesquels on travaille, qu'on ait aussi des nouvelles méthodes de travail, ce qui a été fait sur le droit à l'erreur, qui a permis d'associer les parlementaires très en amont du projet de loi, ça c'est justement une nouvelle méthode de travail. Ce qui est fait sur Pacte, par exemple, aussi avec une commission spéciale. Donc les parlementaires sont au travail, à eux après de prendre toute leur place, y compris dans l'opposition. Dans les relations entre le président de la République et l'opinion, est-ce que vous ne vous dites pas quelque chose qui est en train de se dérégler en termes de communication ? Et il y avait les principes du début qui étaient ceux de la rareté, de la verticalité. Et puis là, on voit depuis quelques semaines, il y a plein de micro-polémiques, si on les prend les unes après les autres, l'histoire du Mont Valérien, la piscine, la fête de la musique à l'Élysée. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fonctionne moins bien ? Moi, je ne sais pas, parce qu'il ne me parle pas de ça, en fait. Moi, je n'ai pas un Français qui m'a interpellé. Ça fait partie du paysage global. Moi, les Français m'intéressent.
dans la rue sur ces sujets-là. Ils m'interpellent sur ce qui les concerne dans leur vie quotidienne, comment concrètement on va changer cette vie quotidienne, comment leurs enfants vont accéder à l'université, comment ils vont accéder à l'emploi, comment ils vont accéder au logement. Mais on peut toujours faire mieux dans la manière avec laquelle on communique et on explique surtout et on embarque les Français avec nous. Toute la méthode d'En Marche, c'est justement de dire on ne détient pas la vérité et on embarque les Français avec nous dans une volonté de transformation. Et donc c'est ça qu'on doit continuer à mettre en œuvre et qu'on doit continuer à expliquer. Donc en fait, vous ne croyez pas, si je vous entends bien, aux sondages d'opinion. Quand ils étaient favorables, vous y croyiez à l'époque davantage. Non, vous attendiez donc les élections européennes, si je comprends bien, les futures échéances, la prochaine échéance électorale, pour savoir si le président de la République est sur la bonne voie. Donc ce sera soit un vote d'approbation, soit un vote sanction. C'est ça en fait ? Alors déjà, si on s'était fait au sondage, ni moi, ni aucun de mes collègues, on se serait présenté aux élections législatives parce qu'on n'était pas censé pouvoir gagner et on n'était pas censé pouvoir avoir une majorité. Moi, on ne s'est jamais fié aux sondages, ni quand ils sont bons, ni quand ils sont mauvais. Et je ne doute pas que le jour où ils seront meilleurs, vous n'hésiterez pas à m'interroger sur la remontée du président de la République dans les sondages. Donc ça, c'est pour le premier point. Ensuite, on a une élection européenne qui est majeure et qui, pour moi, va bien au-delà de est-ce qu'on approuve ou non la politique menée par le président de la République, qui est est-ce qu'on a encore quelque chose à partager au sein de l'Union européenne et est-ce qu'on peut aussi créer quelque chose de nouveau quand on voit ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, en Autriche, en Italie. Je pense que les élections européennes dépassent largement l'enjeu de la France et qu'on a un vrai risque populiste. Et la France, elle, résiste à cette montée populiste. Une question sur la loi Asile-Immigration. Oui, la loi Asile-Immigration qui vient de passer au Sénat, qui va revenir à l'Assemblée. Au Sénat, la droite a fait un certain nombre de modifications, notamment pour réserver aux personnes qui sont en séjour régulier sur notre territoire les réductions en matière de transport. Parce qu'aujourd'hui, y compris les clandestins, ont accès à ces réductions dans les transports. Est-ce que vous allez rétablir la version initiale de la loi Asile-Immigration à l'Assemblée ? Il y a plusieurs choses qu'on va rétablir. Déjà, on va rétablir l'AME, parce que l'entrave à l'aide médicale d'État est quelque chose en termes et de solidarité et en termes de santé publique. Sur ce sujet, on en débattra évidemment. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui soient entravés de pouvoir réaliser leurs démarches administratives, de pouvoir aller dans des centres de soins parce qu'ils ne pourraient plus se déplacer. Donc, je comprends l'inquiétude ou l'agacement parfois de certains Français, mais dans le même temps, on ne peut pas non plus entraver des gens qui sont dans des situations extrêmement vulnérables d'avoir accès à des démarches du quotidien. Et l'élargissement du regroupement familial, qui est une autre disposition modifiée par la droite, vous allez la rétablir aussi ? Il n'y a aucun élargissement du regroupement familial dans le projet de loi Asile et Immigration. La seule chose qu'on a dite, c'est qu'on peut réunir des fratries dans le cas où on a des personnes qui sont en situation d'asile. Ça n'a rien à voir avec le regroupement familial. D'avoir la possibilité, quand vous avez un demandeur d'asile, donc quelqu'un qui est extrêmement vulnérable, on va rétablir l'état de l'équilibre de la loi qu'on avait et qui est exactement d'ailleurs ce que dit le Conseil constitutionnel, par exemple, sur le délit de solidarité, à la fois faire preuve d'humanité et faire preuve de fermeté. Aurore Berger, Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL nous a rejoint à nouveau pour des interpellations des auditeurs et téléspectateurs. Oui, tout à fait. Bonjour Aurore Berger. Donc, vous êtes une députée très active sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Les internautes vous suivent à la trace et à chaque fois il y a vraiment un commentaire récurrent qui revient. C'est Marine par exemple, je vais vous lire, elle retrace un peu votre parcours politique et elle écrit: vous avez soutenu d'abord Nicolas Sarkozy en 2012, puis François Fillon pour la présidence de l'UMP, ensuite en 2014 vous êtes revenu vers Nicolas Sarkozy, cette fois-ci pour la présidence des Républicains, et ensuite pour la primaire de 2016 vous avez soutenu Nathalie Kosciusko-Morizet, puis ensuite Alain Juppé, et depuis 2017 vous êtes engagé auprès d'Emmanuel Macron. Et elle finit avec cette question qui vous est directement adressé: comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance ? Aurore Berger. Moi, je pense qu'il faut regarder le parcours des personnes que vous avez décrites et soutenir Nicolas Sarkozy, par exemple, comme je l'ai fait, et je ne le regrette absolument pas. Il a énormément changé entre Nicolas Sarkozy, qui était le candidat à l'élection présidentielle entre 2004 et 2007, et Nicolas Sarkozy de la primaire de la droite. Il ne tenait absolument pas le même discours. Le discours a fondamentalement changé, notamment vous parliez des questions d'immigration, les questions d'identité. On n'a plus du tout eu la même approche. Donc, soit vous suivez aveuglément quelqu'un, quoi qu'il dise, quoi qu'il pense, soit vous suivez les convictions qui sont les vôtres. Et j'ai soutenu Alain Juppé dès le début pour la primaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que je considérais que c'était un projet qui était un projet de rassemblement. Et c'est ce même projet de rassemblement que j'ai retrouvé chez... Puisque vous parlez de Nicolas Sarkozy, il y a eu un entretien entre le Premier ministre et Nicolas Sarkozy à Matignon. Nous en avons parlé dans la première partie de l'émission. Est-ce que vous y voyez un soutien de l'ancien président de la République à la politique qu'Emmanuel Macron mène aujourd'hui ? Je vois tout simplement quelque chose de naturel qu'un Premier ministre reçoit un ancien président de la République. Mais ça sert à quoi ? Quand vous avez un Premier ministre qui voit l'ancien président de la République, je pense qu'ils ont quand même des choses à se dire. Je pense que Nicolas Sarkozy a servi notre pays pendant 5 ans. Donc, ce n'est pas totalement absurde qu'il puisse quand même être reçu par le Premier ministre. Et ça ne vous positionne pas, vous, plus à droite aujourd'hui ?
Et puis demain, le Premier ministre recevra peut-être une autre personnalité qui, elle, viendra à la gauche et vous me poserez la question Qui, par inverse. exemple? Hollande, vous voulez dire? Non, mais je ne sais pas qui il peut recevoir. Mais juste, on ne peut pas en permanence être dans le commentaire. Nous, on mène une action qui est cohérente et on ne peut pas comme ça naviguer à vue systématiquement en fonction de qui reçoit qui ou d'un sondage d'opinion. Merci beaucoup, Merci Aurore Berger. C'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. C'était le dernier grand jury de la saison. Prochaine émission le 2 septembre. D'ici là, très bel été à tous. Prenez soin de vous. À très bientôt.